Bien, bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord annoncer qu'il y a un petit suspense sur le séminaire du professeur Kane à 11h30 parce que hier, Kane a eu quelques symptômes de type intoxication alimentaire. Donc, il faut voir quel sera son état de santé à 11h30. On espère tous pour le mieux, mais bon, j'annoncerai plus tard si le séminaire aura lieu ou non. Voilà, donc on revient à ce qu'on était en train de discuter la dernière fois. Je voudrais commencer à parler de la cartographie aujourd'hui, mais d'abord, il faut passer encore un tout petit peu de temps sur les ingrédients de base du calcul syntaxique. Donc, on a pas mal parlé de cette opération de merge ou assemblage ou fusion, l'opération indiquée en 1, qui est, d'après les hypothèses du programme minimaliste, à la base de la combinatoire syntaxique. Donc, c'est une opération aussi simple qu'on peut concevoir une opération combinatoire, c'est-à-dire une opération qui dit, prenons deux éléments, mettons-les ensemble, on aura formé un troisième type d'élément. Éventuellement, cette opération peut être récursive, donc elle peut s'appliquer sur son propre résultat. L'opération de merge est liée à trois propriétés qu'on trouve de manière tout à fait générale dans les langues naturelles, l'infinité, par l'application récursive de l'opération, le déplacement, cette sorte d'écart entre les deux interfaces dont on a parlé la dernière fois, et la structuration hiérarchique sur laquelle je voudrais dire quelque chose aujourd'hui. D'abord, sur l'infinité des structures rendues possibles par merge, on a discuté cela la dernière fois en observant que si on considère une typologie possible de l'application de merge, il y a trois cas distincts à identifier. Le premier cas, le plus basique, est celui où on prend du lexique, deux éléments, on le met ensemble. Et ça, c'est toujours le pas initial de toute dérivation syntaxique. Il faut toujours démarrer à ce niveau. Donc, on a appelé ça item-item, merge. Et puis, cette première opération n'est pas en tant que telle récursive, parce qu'on crée une entité en mettant ensemble deux items, par exemple la et fille, on crée une entité qui n'est pas un item lexical. Donc, on passe un élément d'ordre supérieur. Le deuxième pas, par contre, est récursif. Oui, donc, c'est le pas qui permet de mettre ensemble un syntagme déjà constitué et un item lexical. Donc, on crée quelque chose. Crucialement, on met ce quelque chose dans un répositoire temporaire, une sorte de cellule de mémoire où on garde temporairement ce qu'on a créé. Ensuite, on repart vers le lexique, on prend un élément lexical et on fait l'opération d'assemblage entre l'élément lexical et le syntagme déjà constitué. On obtient par exemple un syntagme verbal comme « voit la fille », n'est-ce pas ? On a longuement discuté la dernière fois que l'élément computationnel essentiel pour permettre cette application récursive est justement cet espace de mémoire, ce répositoire temporaire de mémoire qui permet d'élaborer une structure aussi complexe qu'elle soit et ensuite repartir dans le lexique, réappliquer merge, etc., etc. Et puis le troisième cas étant la possibilité d'assembler deux syntagmes aussi complexes qu'on veut. Le pas crucial, le pas récursif, étant le deuxième pas, comme on l'a vu. Ensuite, on a parlé de déplacement.
et on a caractérisé le déplacement ou mouvement comme un écart ou une non-congruence entre les deux interfaces. Donc on observe que dans la langue naturelle, typiquement, on peut prononcer un élément dans une position distincte de la position dans laquelle l'élément est interprété. Par exemple, en prenant n'importe quelle question en français, mais beaucoup de constructions mettent en jeu ce type de procédure, on a observé qu'on prononce typiquement l'élément interrogatif en position initiale, par exemple « quel livre ?», mais ensuite il faut pouvoir l'interpréter comme étant un membre de la structure argumentale d'un verbe qui peut être indéfiniment éloigné. Donc c'est ce qu'on appelle, quand on parle des déplacements, et on a aussi vu la dernière fois qu'on peut ramener ce comportement et ce phénomène qu'on trouve partout dans les langues naturelles à merge en faisant une autre typologie de merge sur la base d'où les éléments qui sont soumis à l'assemblage sont pris, n'est-ce pas? Donc il y a deux cas de figure, ou bien les deux éléments ne sont pas connectés avant l'opération. Donc par exemple, on va dans le lexique, on prend avec, on prend Jean, et on forme le syntagme prépositionnel avec Jean. On parle alors de merge externe, parce que les deux éléments sont externes l'un à l'autre. Ou bien on peut envisager la possibilité où les deux éléments soumis au processus font déjà partie d'une structure unique. Par exemple, l'élément A fait partie d'un arbre dominé par B, mais à partir de cette configuration déjà créée par des cas précédents d'assemblage, on peut opérer merge entre l'élément A et l'élément B. Et vous voyez que c'est exactement la même opération qu'on a dans le cas de merge externe. On met toujours ensemble A et B pour former une troisième chose. Mais dans ce cas, on a pris l'un de l'intérieur de l'autre, deux éléments qui sont mis ensemble. Si vous voulez, le mouvement ou le déplacement est rendu possible par une hypothèse de simplicité, en admettant qu'on ne pose pas de restriction sur l'origine des éléments qui sont mis ensemble. Donc ils pourraient être séparés à l'origine, ou bien ils pourraient déjà avoir été assemblés, mais on opérerait merge de cette manière. On a donné une illustration en observant comment ça marche, par exemple à partir d'une structure comme tu veux acheter quel livre, donc ça c'est notre B et notre A, nous pouvons assembler quel livre en le prenant de l'intérieur de B avec toute la structure pour obtenir quel livre tu veux acheter, quel livre, et où évidemment il y aura deux occurrences de l'élément quel livre. La deuxième occurrence, c'est ce qu'on appelle une trace du mouvement, une trace qui n'est pas prononcée typiquement, mais qui est tout à fait visible, accessible au calcul mental associé à ce type de structure, ce qui donne lieu aux effets de reconstruction dont je ne veux pas parler pour le moment, mais qu'on avait abordé dans le cours de l'année passée. Voilà, troisième propriété liée à merge est la nature hiérarchique des représentations linguistiques. Hein, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ben, évidemment, les énoncés se présentent à nos organes sensoriels comme des séquences d'éléments. Par exemple, à l'écrit, vous voyez des séquences de graphèmes, des séquences de mots, etc. Même chose à l'oral, des séquences de sons, de syllabes, etc., etc. Donc il y a cette dimension linéaire, horizontale. Mais cette organisation visible cache une organisation verticale, hiérarchique, invisible. À l'écrit, évidemment, on ne représente pas cette organisation, sauf avec des points, des virgules, etc., mais de manière extraordinairement rudimentaire. Hein. Et à l'oral, ben, l'intonation reprend certains éléments de l'organisation hiérarchique, mais encore une fois de manière assez rudimentaire. Néanmoins,
cette organisation verticale est beaucoup plus importante que l'organisation linéaire, hein, parce que pratiquement la totalité des phénomènes syntaxiques, morphosyntaxiques, interprétatifs, donc à l'interface avec l'interprétation, respecte ou tient compte de la structure verticale représentée par nos structures arborescentes plutôt que de la structure linéaire horizontale. Très souvent, l'organisation linéaire et l'organisation hiérarchique vont en parallèle, mais dès qu'il y a une divergence, c'est toujours l'organisation hiérarchique qui l'emporte et qui détermine les propriétés interprétatives des structures, par exemple, ou le calcul syntaxique. Voyons quelques exemples très simples. Par exemple, à l'interface entre la morphologie et la syntaxe, l'accord grammatical est sensible à la structure hiérarchique. Hein. Considérez l'accord entre une expression nominale et un verbe, la photo est là, ces arbres sont là. Puis, il y a évidemment un principe de localité. Un verbe s'accorde avec une expression nominale à sa proximité. La photo montre que ces arbres sont en fleurs, montre s'accorde respectivement avec un nominal proche. Donc, il y a un principe de localité qui est en jeu ici. Mais comment la localité est calculée? Eh bien, elle est calculée de manière hiérarchique, non pas de manière linéaire. On peut s'en rendre compte en considérant des exemples légèrement plus complexes, comme la photo de ces arbres est là. Vous voyez que dans la suite linéaire, le verbe, la copule ici, serait adjacent du syntagme nominal ces arbres, mais l'accord grammatical se fait avec une autre expression nominale qui est plus éloignée en termes de séquence linéaire, hein, mais qui est plus proche en termes de structure d'arbre. Hein, on pourrait dire, ben, évidemment, l'accord, c'est l'accord sujet-verbe, mais dès que vous utilisez la notion sujet, vous avez déjà une structure hiérarchique. Hein. Le terme sujet implique une organisation hiérarchique et une structure arborescente comparable aux structures qu'on est en train d'utiliser. Alors, comment définir plus précisément les rapports hiérarchiques? Eh bien, il y a cette relation structurale d'une importance absolument fondamentale, qui est la sécommande. Pratiquement tous les phénomènes syntaxiques et tous les phénomènes d'interface dépendent de la sécommande. C'est une notion qui a été définie par Tanja Reinhardt dans sa thèse dans les années 70. La définition de Reinhardt était légèrement différente. Cette définition est en termes de merge, de l'assemblage. Donc, on dira qu'un nœud alpha sécommande un nœud bêta quand ces deux conditions sont remplies, c'est-à-dire quand alpha est assemblé avec un autre nœud gamma, et gamma domine bêta. Donc, dans l'arbre, gamma est plus haut, pour ainsi dire, que bêta. Donc, dans cette configuration, alpha sécommande bêta. Donc, si on pense en termes d'assemblage, on met ensemble deux nœuds, un nœud sécommande tout le contenu du nœud avec lequel il est assemblé. Donc, c'est une définition qu'on peut donner en termes de la notion primitive, plus primitive d'assemblage. Voilà, je vais montrer maintenant par quelques exemples en quoi la syntaxe, la morphosyntaxe, l'interprétation sont sensibles à l'organisation hiérarchique. Prenons un petit phénomène syntaxique qui illustre une contrainte de localité. Hein. Donc on a dit, le mouvement est possible, mais le mouvement obéit, respecte certains principes de localité. Dans certaines configurations, le mouvement n'est pas possible. Par exemple, on sait qu'on peut sortir un élément interrogatif d'une phrase déclarative. On parle de quelque chose comme « on croit que Jean est parti à 17 heures ». On peut former une question principale sur l'heure du départ. N'est-ce pas? Quand croit-on que Jean est parti? Quand l'élément WH s'est engendré en position adverbiale dans une phrase subordonnée. Ensuite, il sera déplacé comme cas particulier de internal merge
à la position initiale. Ça, c'est tout à fait possible, mais dans certaines autres configurations, on ne peut pas faire la même chose. Considérez par exemple une situation où le verbe sélectionne une question indirecte. Par exemple, on se demande qui est parti à 17 heures. Phrase tout à fait possible, mais là, vous n'arrivez pas vraiment, de manière naturelle, à former une question sur l'heure du départ, une question principale sur l'heure du départ. Donc quelque chose comme « quand se demande-t-on qui est parti ?» C'est une phrase bizarre. C'est une phrase bizarre qui certainement n'est pas interprétable comme posant une question principale sur l'heure du départ. Si on peut associer une interprétation à cette phrase, c'est plutôt une interprétation où « quand » serait lié à la phrase principale. Donc, quel est le moment dans lequel on s'est demandé quelque chose, mais non pas cette interprétation à distance. Alors, pourquoi y a-t-il cette asymétrie entre une déclarative et une question indirecte? L'idée développée en syntaxe est qu'il y a un principe qui bloque l'intervention, qui bloque la possibilité de relier deux positions par mouvement quand il y a un troisième élément qui intervient et que ce troisième élément a quelque chose en commun avec l'élément qui a été déplacé, la position d'arrivée du mouvement. C'est le principe qu'on peut appeler la minimalité relativisée. Il y a beaucoup d'autres noms qui ont été donnés à ce principe dans le cadre du programme minimaliste. Je garde le nom d'origine. Donc, abstraitement, on ne peut pas faire opérer un mouvement de Y à X dans cette configuration quand il y a un élément Z qui intervient entre X et Y, et Z est un élément du même type que X. Donc là, on a besoin d'une typologie d'éléments. Comment définir la typologie? On peut laisser ça à un niveau intuitif. Prenons les deux cas. Le cas où le mouvement est possible, quand croit-on que Jean est parti, et le cas où le mouvement est impossible, quand se demande-t-on qui est parti, n'est-ce pas? Dans le premier cas, il n'y a rien qui intervient qui serait du même type que l'élément WH, l'élément interrogatif. Il n'y a pas un autre élément interrogatif, par exemple, dans le chemin entre cet élément et sa trace. Tandis que dans le cas 5, évidemment, il y a un autre élément WH, un autre élément interrogatif, qui s'interpose entre quand et sa trace. Et ce n'est pas du tout une question de similarité phonologique ou morphologique en sens banal, morphophonologique, parce que si on avait un autre type d'élément WH, comme ou par exemple, qui ne ressemble pas du tout à quand, on aurait exactement le même type de phénomène. Donc c'est une question plus abstraite. Faire partie du même type veut dire partager certains traits morphosyntaxiques importants, comme par exemple être un élément WH. Voilà, donc un principe d'intervention général, mais en quoi cela porte sur la question de l'organisation hiérarchique ou linéaire? Eh bien, on peut montrer que ces effets d'intervention sont limités au cas où l'intervention a lieu au niveau hiérarchique, au niveau de la structure hiérarchique. Pourquoi? On peut comparer notre cas qui est exclu par le principe de la minimalité relativisée, donc quand se demande-t-on qui est parti, on a vu ça. Mais si on prend un autre cas légèrement plus complexe, on voit qu'on n'a pas d'effet d'intervention. Alors, imaginez une phrase comme ligne de base, comme 6a. La question de savoir qui avait gagné a été résolue à 17 heures. Donc, élection européenne, je ne sais pas. À un moment donné, on sait qui a gagné. Alors, supposons que c'est à 17 heures, mais on peut se poser la question, quelle est l'heure à laquelle on a déterminé cela? Eh bien, si on a une question correspondante à ce type de situation, on obtient une structure qui est un peu compliquée, mais tout à fait acceptable, comme 6b,
quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue? Tout à fait possible. Alors la question qui se pose est pourquoi, étant donné que dans cette trajectoire, l'élément quand traverse un autre élément interrogatif comme qui, pourquoi a-t-on cette différence entre 5b et 6b? Eh bien, évidemment, la réponse est que ce n'est pas une question d'intervention linéaire, mais plutôt une question d'intervention hiérarchique. Si on considère les deux arbres, on voit tout de suite, à un niveau intuitif, une différence. Dans la structure qu'on veut exclure par la minimalité relativisée, quand se demande-t-on qui est parti, qui est suffisamment proéminent, pour ainsi dire, je veux préciser cette notion, pour intervenir et donc bloquer le rapport de mouvement entre la position de la trace et la position finale d'arrivée, tandis que dans la structure acceptable, quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue, vous voyez que l'élément qui se trouve enchâssé profondément à l'intérieur d'un sujet complexe qui contient une structure verbale, qui contient une autre phrase. Donc il est vraisemblablement trop profondément enchâssé ici pour avoir un effet quelconque sur le rapport entre la trace et l'élément déplacé. Donc en ce sens, le fait que qui intervienne de manière linéaire n'est pas visible parce que la computation mentale tient compte seulement de l'intervention hiérarchique. On peut préciser ces notions toujours en utilisant la notion de ces commandes. Donc, on peut dire, bon, on a utilisé des termes intuitifs comme être proéminent par rapport à quelque chose d'autre. On peut définir la notion pertinente d'intervention hiérarchique en termes de la relation de ces commandes de la manière suivante. Donc, on peut dire qu'un élément Z intervient hiérarchiquement entre X et Y quand X c'est commande Z et Y et Z c'est commande, pardon, quand X c'est commande Z et Z c'est commande Y. Donc dans ce type de configuration où X c'est commande Z et Z c'est commande Y, on peut dire que Z intervient hiérarchiquement entre ces éléments. Vous voyez que c'est une définition qui utilise la C-commande. Donc, plus précisément, en prenant les deux structures qu'on a comparées, on voit bien que dans le cas d'extraction d'une question indirecte, quand, dans cette position, C-commande qui, pensez à la définition de Reinhardt ou à la définition qu'on a utilisée, et qui C-commande la trace de quand, donc qui intervient hiérarchiquement. Tandis que dans l'exemple qui est possible, où on n'a pas d'effet d'intervention, vous voyez que quand, bien sûr, c'est commande qui se trouve à l'intérieur, enchâssé dans cette structure, mais qui n'est pas capable d'être visible ou de s'écommander quand, donc il est trop profondément enchâssé, et donc pour cette raison, il n'est pas visible, et on n'a pas d'effet de localité, et la structure est donc acceptable. Et donc, on voit ici que le calcul de l'intervention respecte et obéit des principes de nature hiérarchique, des propriétés qui sont calculées hiérarchiquement. Beaucoup d'autres phénomènes ont ces caractéristiques, par exemple les phénomènes d'interface avec le sens, l'interprétation des anaphores, par exemple, l'interprétation d'un élément réfléchi, bien sûr, est régie par la C-commande. Donc, pensez à une phrase comme « la sœur de ce garçon se regarde dans le miroir », eh bien, ce peut avoir comme antécédent seulement tout le syntagme nominal complexe, la sœur de ce garçon, le DP en rouge, qui, en effet, C-commande ce. Tandis que ce garçon, tout en étant linéairement adjacent à ce, ne peut pas fonctionner comme antécédent. N'est-ce pas?
la phrase « la sœur de ce garçon se regarde », évidemment, ne peut pas vouloir dire « la sœur de ce garçon regarde ce garçon », ce qui indique que l'interprétation des éléments anaphoriques, des réfléchis comme ce, respecte la sécommande. Un autre phénomène d'interface qu'on avait longuement discuté dans le cours de l'année passée est l'effet de non-corréférence. Alors, je reprends un instant ces exemples pour apporter quelques petites variations. On avait constaté on a constaté traditionnellement qu'un pronom peut se référer, peut être corréférent à une expression nominale, comme un nom propre, par exemple, dans certaines configurations syntaxiques, mais non pas dans d'autres configurations syntaxiques. Par exemple, Jean est content quand il rentre à la maison, il peut se référer à Jean. Bien sûr, la phrase peut vouloir dire Jean est content quand Jean, même individu, rentre à la maison. Je peux ne pas connaître quelqu'un qui s'appelle Jean, mais si mon interlocuteur me dit une phrase de ce type, je sais qu'il peut vouloir dire que la même personne est contente et cette personne rentre à la maison. Dans d'autres configurations, non, ce n'est pas possible. Donc, il est content quand Jean rentre à la maison. Là, de nouveau, même si je n'ai aucune connaissance des personnages éventuellement en jeu, je sais que si mon interlocuteur me dit ça, il veut dire que la personne qui est contente est différente de Jean. N'est-ce pas? Donc on a clairement un effet de non-corréférence dans ce type de configuration. Alors, quelle est la règle à laquelle nous avons tous accès, parce que nous pouvons calculer instantanément les interprétations possibles d'une phrase dans la situation de paire expression nominale pronom. Ce n'est pas une règle linéaire parce qu'il y a en français, dans d'autres langues, littéralement une infinité de phrases comme 3 où le pronom précède le nom, néanmoins la corréférence est possible. Donc 3, quand il rentre à la maison, Jean est content, tout à fait possible d'avoir il comme se référant à Jean. Donc si la règle n'est pas linéaire, quel type de règle suit-on? Évidemment, c'est une règle hiérarchique qui a été identifiée par Howard Lasnik. On est toujours au milieu des années 70, plus ou moins à l'époque quand Tanya Reinhardt identifiait la sécommande. Howard a observé, a formulé les choses de cette manière. Il a dit la corréférence en général est libre. On peut, quand il y a un pronom, une expression nominale, ils peuvent se référer au même individu éventuellement. Mais sauf dans une configuration syntaxique qui exclut la corréférence. Donc, quand le pronom sécommande le nom, la corréférence est interdite. Ailleurs, la corréférence est une option, une option accessible. Alors on voit tout de suite que la manière négative, pour ainsi dire, en termes de principe de non-corréférence, que Lasnik a introduit pour ce principe, rend compte des faits que nous avons observés, en particulier dans une phrase comme « Il est content quand Jean rentre à la maison », il, pronom sujet de la phrase principale, sécommande, si cette structure arborescente est la structure correcte, sécommande tout le reste de la structure. Il inclut la phrase subordonnée. Et donc Jean, sujet de la phrase subordonnée, est sécommandé par il, et donc la règle de non-corréférence de Lasnik est déclenchée, et donc on ne peut pas avoir corréférence. Okay? Tandis que dans l'autre type de structure, quand il rentre à la maison, Jean est content, eh bien là, on a une phrase subordonnée antéposée, déplacée en position initiale, et là, le pronom ne sécommande que le prédicat de la phrase subordonnée, donc rentre à la maison. J'ai encerclé ici
le domaine de ces commandes du pronom dans les deux cas. Et vous voyez que dans ce cas, il ne se commande pas Jean. Jean n'est pas inclus dans le domaine de ses commandes du pronom. Et donc la règle de Laznik ne s'applique pas, la règle négative de Laznik ne s'applique pas. Et donc la coréférence est possible. La coréférence étant, selon cette manière de voir les choses, libre, sauf là où elle est interdite. OK ? Voilà. Donc tout cela revient à dire qu'il y a 4 cas de figure. Donc si vous pensez à l'ensemble des configurations dans lesquelles un nom et un pronom peuvent se trouver, il y a 4 possibilités. Et ça exprime toutes les possibilités logiques. C'est-à-dire, il se peut que le nom s'écommande le pronom, ou bien le pronom s'écommande le nom, ou bien qu'il n'y a pas de sécommande. Donc, ni le nom s'écommande le pronom, ni le pronom s'écommande le nom, parce que et le nom et le pronom sont à l'intérieur d'un constituant plus large. Okay? Donc le principe de Laznik revient à dire que dans tous les cas, la coréférence est une option, sauf dans cette configuration. Donc il y a une configuration sur 4 où la coréférence n'est pas possible, et celle où le pronom s'écommande le nom. Alors l'année passée, on avait fait une petite expérience avec ChatGPT. C'était le moment où le système était rendu disponible. Et donc on s'est dit, moi personnellement, j'étais étonné de la qualité de ce système, qui est tout à fait extraordinaire. Je n'aurais pas pensé de voir quelque chose d'aussi performant dans les années de ma vie en termes d'interaction possible en machine. Donc on s'est dit, voyons comment ce système résonne par rapport à la coréférence. Si on pose la question, est-ce qu'on peut interpréter un pronom et un nom comme se référant au même individu? Est-ce que cette situation est possible? Disons, la coréférence est possible. Et j'avais proposé les quatre phrases. La réponse que j'avais reçue était intéressante. Elle n'était pas tout à fait humaine, mais quand même très intéressante. C'est-à-dire, ChatGPT clairement avait choisi une stratégie linéaire, une stratégie d'ordre linéaire. Donc il avait traité de la même manière. Il dit que Jean est content, en disant non, ici la coréférence n'est pas possible. Et quand il est content, Jean chante. Là aussi, la réponse était non, la coréférence n'est pas possible. Donc, vous voyez que le système Large Language Model avait choisi la stratégie linéaire, qui est la première stratégie qui nous vient à l'esprit, en effet. Mais puis, en faisant appel à nos intuitions sur l'interprétation des phrases, nous voyons que ce n'est pas la véritable stratégie que nous suivons. Il y a une légère différence parce que, au moins dans une configuration comme celle-ci, on peut avoir la pronominalisation en arrière, comme on dit dans les études linguistiques. Eh bien, alors, oui, voilà, donc on voit tout de suite la différence entre la réponse, le jugement humain qui se limite à exclure la coréférence dans cette configuration et la réponse de ChatGPT qui suit la stratégie linéaire. Donc, il y a clairement là une différence de stratégie utilisée. Alors, je me suis dit, est-ce que le système a évolué? Donc, j'ai refait l'expérience la semaine passée, je pense. Résultat exactement le même. Je dois dire que si vous répétez, si vous faites cette expérience plusieurs fois, et c'est une bonne chose de le faire parce que c'est très intéressant de tester le système pour découvrir les petites ou parfois grandes différences entre son mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement humain, ce qui peut avoir des conséquences pour toutes sortes de choses, pour des questions pratiques comme l'amélioration de la technologie, évidemment, mais aussi pour des questions théoriques. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Est-ce que l'apprentissage de la machine, l'apprentissage humain
ont quelque chose d'important en commun. Alors, si vous faites le test plusieurs fois, je dois dire qu'il y a parfois des réponses qui sont totalement, on dirait, à côté de la plaque, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez obtenir. C'est un phénomène qu'on appelle des hallucinations. Il y a des hallucinations computationnelles parfois. Ça peut être par rapport à des questions théoriques, à des questions historiques. Parfois, avec le même aplomb, la machine vous répond ou bien quelque chose d'absolument précis, ou bien quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Juste pour l'anecdote, à un moment donné, j'ai demandé à la machine donnez-moi, dites-moi à quoi ça sert la minimalité relativisée. Réponse, c'est un principe grammatical qui amène le gens à s'exprimer de manière concise et précise. Voilà, ce n'est pas du tout ce que le principe dont j'ai parlé avant essaye de faire. Ça rappelle vaguement les maximes de Grice, des choses comme ça, mais rien à voir avec... Mais la réponse était sans la moindre hésitation. Voilà. Donc parfois on obtient, il y a ces hallucinations sans doute, parfois on obtient des réponses relativement fiables apparemment parce qu'elles sont répliquées plusieurs fois. Alors j'ai changé ma phrase, j'aurais pu la changer de manière plus radicale, donc j'ai testé la semaine passée Marie s'amuse quand elle raconte des histoires. On peut construire exactement le même paradigme, n'est-ce pas? Marie peut être coréférentielle avec elle, mais en deux, elle s'amuse quand Marie raconte des histoires. Non, évidemment, la personne qui s'amuse et Marie sont deux personnes différentes. Même histoire, toujours le principe de non-coréférence de Lasnik qui exclut ici. Et puis les deux cas où il n'y a pas de ces commandes, quand Marie raconte des histoires, elle s'amuse. Quand elle raconte des histoires, Marie s'amuse. Les deux cas où on peut avoir dans le jugement humain coréférence. Toujours pour les mêmes raisons, ces commandes, n'est-ce pas, comme on l'a vu, donc dans Elle s'amuse quand Marie raconte des histoires, elle, c'est commande Marie, donc pas de coréférence d'après Lasnik. Donc quand elle raconte des histoires, Marie s'amuse. Elle ne se commande pas Marie. Le domaine se commande est limité ici. Et donc, le comportement habituel. J'ai testé donc avec ChatGPT, même réponse. C'est-à-dire le jugement donné par le Large Language Model était fondé sur la stratégie linéaire. Donc chaque fois que le pronom précède, pas de coréférence. Okay? Donc pour le moment, il n'y a pas eu de modification dans le système computationnel. Même différence entre jugement humain et jugement de la machine, comme on l'avait vu il y a un an. Je vous rappelle aussi une chose qu'on avait discutée l'année passée, qu'au niveau de l'acquisition du langage, l'enfant qui apprend la langue très rapidement arrive à converger et à adopter une vision hiérarchique. J'avais mentionné l'année passée les travaux expérimentaux de Guasti et Kierkia qui ont testé avec des enfants de 4 ans et demi, 4 ans et demi, donc un petit enfant relativement petit, des structures avec pour tester la coréférence en arrière, bien sûr en créant des situations de jeu, parce que si je vous demandais est-ce que c'est coréférentiel ou non, à l'enfant il ne va pas répondre, il ne va pas bien accepter la question. Mais on peut créer des situations de jeu, par exemple en montrant de petites scènes, et puis il y a un personnage qui parfois s'exprime bien, parfois s'exprime mal. Donc on demande à l'enfant, est-ce qu'il a bien dit pour décrire ce que tu as vu, n'est-ce pas? Donc les phrases testées par Guasti et Kierkia, ça c'était un Italien,
étaient les suivantes. Mentre ballava, il pagliaccio suonava la chitarra. Donc pendant qu'il dansait, le clown jouait la guitare. Ou parfois, il y a deux personnages distincts, l'un qui danse et l'autre qui joue la guitare. Parfois, il y a un seul personnage qui danse et joue la guitare. C'est l'interprétation coréférentielle, évidemment. Donc, ils ont testé ce type de phrase et des types de phrases comme 4. Ballava mentre il pagliaccio suonava la chitarra. Donc, il dansait pendant que le clown jouait la guitare, ce qui, pour l'adulte, bien sûr, n'admet pas la coréférence dans cette configuration. Donc, ça peut correspondre à une phrase où il y a un personnage qui danse et un clown qui joue la guitare, mais pas à une situation où le même personnage danse et joue la guitare. Pour l'adulte, le jugement est totalement clair. Remarquez qu'en italien, on a affaire à un pronom nul. L'italien est une langue à sujet nul, mais à part ça, donc pro veut dire pronom non prononcé fondamentalement. Mais c'est exactement comme en français. Alors, on avait remarqué, Guasti et Kirk avait remarqué, que les enfants sont parfaitement capables de faire la différence de manière très très nette entre ces deux types de phrases. Donc les enfants en âge même préscolaire vont pour un principe, adoptent un principe hiérarchique pour l'interprétation des pronoms, et ce qui fait une différence intéressante avec la machine. Il y a plusieurs questions qui se posent, je ne veux pas les aborder en détail, mais juste pour suggérer en quelle direction on pourrait aller pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, première question, pourquoi est-ce que ChatGPT opte pour la stratégie linéaire plutôt que la stratégie hiérarchique? Ben, vraisemblablement, je pense, dans une écrasante majorité de cas dans l'ensemble d'entraînement du système, l'interprétation coréférentielle va avec l'ordre linéaire. Donc, comme fait statistique, c'est écrasant. Normalement, d'abord, il y a une expression nominale, ensuite, il y a une expression pronominale, parce que tout simplement, dans l'organisation du discours, on suit ce principe, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Nous devons d'abord, dans le discours, ce n'est pas une question de phrase, c'est une question d'organisation du discours et d'organisation de la structure informationnelle du discours. Nous devons d'abord introduire un référent, et ensuite, nous pouvons éventuellement nous référer à ce référent par des pronoms. Donc il y a une question d'ordre au niveau du discours qui est tout à fait claire. Pensez à des mini-discours qui montrent ça de manière évidente. Un homme entra dans la salle, il avait un chapeau rouge. C'est bon, mais quelque chose comme « il entra dans la salle, un homme avait un chapeau rouge ». L'homme doit être quelqu'un de différent par rapport à ce qui est entré dans la salle. Donc, comme principe général d'organisation discursive, il est clair qu'on a affaire à une question d'ordre, de présentation, pour ainsi dire, hein, ce qui est certainement exprimé par le corpus, l'immense corpus auquel ChatGPT a accès. Hein. Je vous rappelle qu'on parle de corpus de l'ordre de grandeur de centaines de milliards de mots. Centaines de milliards de mots. Hein. Donc c'est immense, c'est immense. Vraisemblablement, le système est sensible à un effet statistique qui est certainement très très fort. Ce que le système fait, c'est de faire des statistiques. Mais donc ça semble être une bonne réponse, mais ça pose la question de l'enfant. Pourquoi est-ce que l'enfant de 4 ans et demi opte très rapidement pour une solution hiérarchique, n'est-ce pas, sur la base d'un corpus d'entraînement inférieur de plusieurs ordres de grandeur. Hein. Donc pensez, l'enfant de 4 ans et demi aura entendu un ensemble de phrases qui correspondront à quelques dizaines de millions de mots, par rapport à centaines de milliards de mots. Donc il y a quand même, je ne sais pas, 4 ordres de grandeur de différence, peut-être plus. Hein, donc une énorme différence.
Donc pourquoi l'enfant, rapidement, sur la base d'un corpus beaucoup plus réduit, opte pour la règle hiérarchique? Une spéculation qu'on peut faire est que l'enfant est prédisposé à chercher des règles hiérarchiques plutôt que de règles linéaires. On a parlé aussi l'année passée, dans les cours précédents, de ce que Charles Darwin appelait the instinctive tendency to speak, an instinctive tendency to acquire an art, dans ce fameux passage qu'on a plusieurs fois commenté de Descent of Man. Donc il y a une sorte d'instinct du langage, un terme qui a été repris par Steven Pinker, ou faculté du langage, et évidemment cette sorte de prédisposition nous amène à faire des choix dès le début. Avant l'expérience, si vous voulez, vraisemblablement, une telle tendance instinctive va justement dans la direction de chercher des régularités hiérarchiques plutôt que des régularités linéaires. Ce qui est vraisemblablement lié au fait que le langage humain est un système fondé sur merge. Merge implique inévitablement une organisation hiérarchique. Ça, on peut le voir facilement. En particulier, si nous pensons à merge comme une opération binaire. Donc, merge est une opération qui met ensemble deux choses. Si merge binaire est le plus simple cas d'opération combinatoire qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Parce que merge NR serait quelque chose de plus compliqué, évidemment. On aurait besoin de plusieurs cases de mémoire pour tout mettre ensemble. Mais si merge est binaire, et il ne pourrait pas y avoir quelque chose de plus simple que cela, parce que merge unaire n'aurait pas la capacité de former des combinations, n'exprimerait pas une combinatoire, eh bien, merge binaire implique qu'on ne peut pas assembler un ensemble de mots de cette manière, donc sans structure hiérarchique ou avec une structure plate. La seule manière de procéder, c'est de les assembler deux à deux de cette manière. Et notre conférencier, hopefully, dans trois quarts d'heure, avait bien montré dans les années 80 empiriquement, que les langues humaines sont organisées de manière binaire. Donc, si il y a ce mécanisme à la base du langage, eh bien, inévitablement, les structures qui sont créées par ce mécanisme sont organisées hiérarchiquement. Donc, il n'est pas surprenant que toutes les procédures grammaticales, toutes les règles et de syntaxe et de morphosyntaxe et d'interprétation tiennent compte et utilisent ce type d'organisation hiérarchique. Voilà, donc merge externe dit merge interne, ou le déplacement. Quand on présente ces choses, nous, les syntacticiens, parfois donnent l'idée qu'on a affaire à un jeu formel qui n'a rien à voir avec le sens. Je pense que c'est quelque chose, c'est une impression qui est tout à fait incorrecte. Ces opérations, qui sont des opérations syntaxiques, bien sûr, sont immédiatement finalisées à l'expression de propriétés sémantiques, des propriétés sémantiques fondamentales dans la phrase. Donc, il y a une finalisation immédiate des opérations de la syntaxe et des propriétés du sens qu'on veut exprimer par les structures. En particulier, on peut observer qu'il y a une division du travail très claire entre merge externe et merge interne. Merge externe, donc quand on prend des éléments du lexique, on les met ensemble, crée des configurations pour l'expression de propriétés de sémantique argumentale. Donc, pour l'expression de propriétés qui concernent des rôles thématiques, par exemple. Qui fait quoi à qui dans l'événement dont on parle. Ces configurations, le rapport verbe-objet, par exemple, est quelque chose qui est exprimé
comme configuration syntaxique par merge externe. Par contre, merge interne, ou le déplacement, crée des configurations pour l'expression de propriétés sémantiques d'une autre nature, ce qu'on appelle de propriétés de portée discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Le portée, eh bien, il y a des opérateurs dans la langue naturelle, il y a des entités qui typiquement lient des variables. Ces opérateurs ont une portée, c'est-à-dire sont capables de lier des variables dans un certain domaine. Et le domaine est défini par l'opération de merge externe. Le déplacement déplace le quantificateur, par exemple un élément WH, un élément interrogatif, à une certaine position d'où il aura porté, d'où il sera capable d'interpréter des variables. Donc, on parle de propriété de portée discours parce que ce n'est pas qu'une question d'opérateur, il y a des propriétés discursives, donc des propriétés qui ont à voir avec l'organisation du discours, liées par exemple à l'expression de la structure informationnelle qui utilise merge interne, qui utilise le mouvement. Par exemple, pensez aux articulations topique-commentaire. Donc il y a un topique, quelque chose, un référent qui est saillant en quelque sorte dans le discours, et à propos de ce topique, je vais faire un commentaire. Eh bien, typiquement, cette configuration topique-commentaire est créée par merge interne ou le mouvement. Donc il y a cette division du travail entre le deux types de merge, externe et interne, pour l'expression de deux types de propriétés sémantiques distinctes. Voilà, donc on arrive enfin à s'approcher de la cartographie. Donc, programme minimaliste, mécanisme générateur extraordinairement simple, merge. Néanmoins, les structures qu'on construit par merge peuvent rapidement devenir des objets très complexes. Pourquoi? En partie parce que le processus est récursif, donc il peut continuer à s'appliquer indéfiniment. Donc très très rapidement, même si chaque application de merge est très simple, on peut créer une structure complexe. Deuxièmement, un élément de complexité est lié au fait que les applications de merge sont déterminées par la richesse du lexique sur lequel merge s'applique. On va voir dans 2 minutes quel effet le lexique a. Donc, en tout cas, le résultat peut être très rapidement la constitution de structures complexes ou très complexes. Les projets cartographiques essayent de rendre justice à cette complexité en proposant des cartes, justement, des structures qui expriment de manière très, très détaillée, très attentive aux détails, la complexité des structures. Donc on peut avoir le projet de cartographier toutes les structures des syntagmes, des phrases à travers les langues du monde. C'est évidemment un vaste projet, mais qui vaut la peine d'être poursuivi. Voilà, et donc c'est ce que nous essayons de faire, nous avons essayé de faire. Et on pourrait tout de suite observer, parfois on m'a fait remarquer, on m'a dit, mais vous venez de dire que la syntaxe des langues naturelles est illimitée, donc comment peut-on cartographier un espace infini? Eh bien, bien sûr qu'on peut le faire, parce que merge récursif engendre un nombre illimité de structures, mais ça c'est essentiel, ne s'applique pas dans le vide. C'est un point sur lequel on avait insisté dans la discussion du cas du Pitara la dernière fois, si vous vous en souvenez. Merge a besoin de quelque chose, quelques éléments sur lesquels il doit s'appliquer. Et ce quelque chose, évidemment, c'est le lexique de contenu et le lexique fonctionnel, qui est extrêmement important, comme on l'a dit. Donc,
le lexique a certaines exigences sélectives, exigences de sélection. Ce n'est pas que n'importe quel élément du lexique peut se combiner avec n'importe quel autre élément du lexique. Donc, il y a ça à respecter. Et les exigences du lexique déterminent des assemblages d'arbres élémentaires qui sont relativement stables et contraints par les exigences lexicales. Okay? Donc, nous avons d'un côté les atomes de la syntaxe, les éléments du lexique, les arbres élémentaires qu'ils projettent. Nous avons les opérations élémentaires, comme merge, et d'autre part, nous avons les agrégations stables d'atomes. Nous avons des sortes de molécules qui sont relativement stables. On a déjà utilisé cette métaphore en parlant de construction grammaticale. Vous vous souvenez, j'avais dit ce n'est pas vraiment vrai que les constructions grammaticales n'existent pas dans cette manière de voir les choses. Elles existent, bien sûr, mais c'est des entités moléculaires, ce n'est pas des entités atomiques. C'est des conglomérats de propriétés organisées. Et donc les constructions grammaticales sont des structures stables, identifiées et classées par la tradition grammaticale, mais l'ensemble des structures stables va au-delà de l'inventaire des constructions. Il y a beaucoup plus que le simple inventaire que nous trouvons dans les descriptions traditionnelles. Et cette structure moléculaire qui fait l'objet de l'analyse cartographique. Alors parfois on dit, parfois on définit la cartographie comme une école de pensée ou je ne sais pas, une approche même en compétition avec le minimalisme. Je pense que ce n'est pas vrai du tout. Il y a très clairement une complémentarité entre minimalisme et cartographie, en ce sens que le minimalisme se concentre sur les mécanismes de base et souligne la simplicité de ce mécanisme de base. Tandis que la cartographie essaye de se concentrer sur les structures et souligne la complexité des structures. Mais il n'y a aucune contradiction entre les deux choses. La complexité se manifeste, comme on l'a vu, par les applications réitérées d'un mécanisme très très simple. Et donc il est totalement faux qu'il s'agit d'une sorte de tension ou contradiction entre ces deux manières de voir les choses, et ceci est montré par le fait que tous les travaux cartographiques utilisent totalement le formalisme minimaliste. Donc, il est clair que comme mécanisme de base, on admet un système basé sur merge. Donc il faut souligner la complémentarité entre ces deux lignes de recherche plutôt que les tensions. Alors, comment procéder pour cartographier les structures? Il faut bien, comme toujours, démarrer quelque part. Une possibilité, c'est de considérer la structure de la phrase telle qu'elle était conçue dans les années 80. Par exemple, en 86, Chomsky avait écrit un livre intitulé Barriers, qui s'occupait, à vrai dire, de théorie de la localité, avec un système extrêmement compliqué de localité. Barriers. Ah, voilà. On a même une copie de Barriers disponible dans l'auditoire. Et donc le système des barrières a été développé, il a évolué en direction de la théorie des phases, etc., et en partie en compétition avec la théorie de la minimalité relativisée. Mais dans les toutes premières pages de ce livre, Chomsky avait fait une hypothèse qui a eu une très grande résonance et influence. C'est-à-dire, il a dit, peut-être ce qui se passe est que même des éléments fonctionnels comme la flexion et le complémentaire sont des manifestations du schéma X-bar. Le schéma X-bar, c'est ça. Donc, il y a une tête, par exemple le verbe, puis une première projection où le verbe prend un complément, puis une deuxième projection qui est le syntagme, par exemple le syntagme verbal, qui prend aussi un spécificateur. Et peut-être ce schéma appelé X-bar se répercute et est valable aussi
pour les éléments fonctionnels, bon, donc pour la flexion, pour le complémentaire, pour les déterminants. Donc, par exemple, un article aurait le même type de configuration. En effet, si vous lisez la littérature précédente, la littérature Government and Binding, par exemple, vous ne voyez pas des arbres aussi symétriques que ça. Donc, c'était une idée très, très simple, mais qui a eu une grande importance, toute une série de conséquences importantes. Voilà. Il y a une spécialisation dans ce que chaque couche de ce système exprime. Donc la projection lexicale, la projection du verbe, exprime les propriétés de la sémantique argumentale. Donc il y aura là, c'est le domaine de merge externe en termes modernes. En tout cas, les propriétés de qui fait quoi à qui, les rôles thématiques, agent, patient, destinataire, experiencer, etc. Tout cela sera exprimé dans cette couche. Puis la couche flexionnelle est la couche dans laquelle on exprime le système temporel, le système aspectuel, le système modal, ces propriétés qui ont aussi une pertinence interprétative, une pertinence claire pour la sémantique, mais ce sont des propriétés sémantiques beaucoup plus abstraites que vous avez exprimées ici comme temps, présent, passé, futur, aspect, progressif, parfait, etc. Et puis des propriétés modales. Et l'autre propriété morphosyntaxique très importante qui est exprimée par cette couche flexionnelle, ici j'utilise l'étiquette anglaise I, qui veut dire inflection, n'est-ce pas? L'autre propriété très importante est le système du cas et accord. Cas et accord sont exprimés dans cette couche, donc l'assignation des différents cas, les différents phénomènes d'accord, tout cela a lieu dans cette couche. Et la couche la plus haute, celle pour laquelle j'utilise souvent le terme de périphérie de la phrase ou périphérie gauche, si on écrit les arbres comme ça, évidemment, est le domaine qui exprime les fameuses propriétés liées au discours, de portée discours. Donc, s'il y a un opérateur, typiquement, il se trouvera exprimé dans cette zone. S'il y a des propriétés pertinentes pour l'organisation discursive, comme topic commentaire, comme focus présupposition, ça pourra être typiquement exprimé dans le système du complémentaire. Donc, en prenant une phrase française comme une interrogative oui/non, est-ce que Jean a rencontré Marie? Est-ce que Jean a souvent rencontré Marie? Quelque chose comme ça. Vous voyez que le caractère de question est exprimé dans la périphérie et puis les autres propriétés sont exprimées dans des couches plus basses de la structure de la phrase. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le cadre de départ. On peut observer aussi que dans ces structures, certaines choses peuvent se produire. Par exemple, des règles de mouvement peuvent s'appliquer. Donc, par exemple, en français, ici, je base sur le travail classique de Joe Hammonds et de Jean-Yves Pollock. Ces auteurs avaient remarqué que la position du verbe lexical peut varier en français, en ce que le verbe lexical peut être prononcé dans la position basse, adjacente à l'objet direct. Par exemple, quand on a une structure auxiliaire participe passé, il a souvent rencontré Marie, par exemple. Le verbe rencontrer est en position basse, adjacente à l'objet direct qui reçoit le rôle thématique pertinent. Mais il peut aussi bouger dans la structure, il peut aussi se déplacer, par exemple pour s'associer à certains affixes. Donc si nous avons une forme temporelle aspectuelle synthétique, pour ainsi dire, le verbe se déplacera en français et on obtiendra l'ordre. Il rencontre souvent Marie avec le verbe qui s'est déplacé à la position, je ne sais pas si vous arrivez à voir les arbres ici, mais à la position flexionnelle. Donc en même temps, on crée le verbe complexe
rencontre avec une flexion qui exprime le présent, l'accord avec le sujet, etc. Et en même temps, on change l'ordre parce que le verbe se trouve maintenant dans une position plus éloignée par rapport à l'objet direct suite à ce mouvement partiel qui a eu lieu. Puis le mouvement peut continuer. Par exemple, on peut former une interrogative et on bougera tout le verbe fléchi à la position complémentaire, et donc en passant de l'autre côté du sujet, il, et on obtiendra des choses comme rencontre-t-il souvent Marie, où il y a ce double mouvement, le verbe se combine avec certains affixes de temps et accord, et puis il continue le mouvement vers la périphérie gauche, et vous obtenez ce genre de structure. Voilà. Alors, l'observation très importante que Jean-Yves Pollock avait fait dans ce fameux papier de 89 intitulé Verb Movement, Universal Grammar and the Structure of IP, c'était que un système de cette sorte n'a pas assez de positions pour exprimer toutes les positions dans lesquelles on peut trouver un verbe dans une langue comme le français. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une phrase légèrement plus complexe qui met en jeu deux adverbes, par exemple un adverbe de négation et un autre adverbe de manière, supposons complètement, donc on peut avoir que le verbe peut se trouver après l'ensemble des adverbes, donc ne pas complètement comprendre ces idées, ce serait dommage, supposons, mais il peut aussi être dans une position intermédiaire entre deux adverbes, et puis dans les structures à verbe conjugué, ou les structures finies, si vous voulez, il monte encore à une position plus haute, et donc il précède l'ensemble des configurations adverbiales. Mais une simple structure, comme la structure classique, n'offre pas assez de positions pour traiter ces différences plus subtiles. Il faut donc enrichir la structure. L'idée de Pollock, très simple, mais de très grande, qui a eu des conséquences très importantes, c'était de scinder la flexion. Donc, disons, supposons, prenons le nœud inflection, le nœud flexion, et essayons de le scinder dans des composantes plus fines. Alors, qu'est-ce qui forme la flexion ? Certainement la morphologie de l'accord et la morphologie de temps. Et donc, au moins, postulons deux choses distinctes, une tête d'accord et une tête de temps. Alors, en faisant cette opération de scission, on introduit une nouvelle tête disponible pour la position verbale, ce qui permet de rendre compte de la distribution plus riche qu'on avait observée empiriquement. Voilà, donc ça c'est l'idée de la scission. Idée de la scission qui a été immédiatement discutée dans la littérature. Pollock avait proposé en effet donc de scinder la flexion en temps et accord en mettant ces deux nœuds dans cet ordre, donc temps plus haut que accord. Ça c'est déjà le début d'une question cartographique. Comment, quand on a une pluralité d'éléments, par exemple d'éléments fonctionnels, quel est l'ordre hiérarchique et linéaire de ces éléments ? Donc, Pollock se posait tout de suite cette question, il avait fait cette proposition. Mais Adriana Belletti, en travaillant sur l'italien, avait fait la proposition qu'il avait adopté l'idée de la scission, mais en admettant qu'accord est en effet plus haut et domine la tête temporelle. Donc on a cet ordre plutôt que l'ordre proposé à l'origine par Pollock. Et l'argument, Belletti donnait plusieurs arguments sur l'italien en faveur de cet ordre, mais l'argument immédiatement visible, c'était sur l'italien, mais on peut le reproduire en partie pour le français, c'était que si on admet un ordre accord plus haut que temps, on peut rendre compte immédiatement de l'ordre des affixes dans le verbe complexe qu'on crée en faisant référence au principe du miroir. Un principe important
proposé pour des raisons totalement différentes par Mark Baker au milieu des années 80. Et le principe du miroir dit que l'ordre des suffixes dans la morphologie est l'image miroir de l'ordre hiérarchique des têtes syntaxiques. C'est-à-dire, si nous avons un certain ordre hiérarchique des têtes syntaxiques, l'ordre dans lequel les suffixes sont attachés à la racine verbale est l'image miroir de l'ordre hiérarchique. Donc vous voyez par exemple qu'en français, le morphème R dans accepteront ou le morphème I dans nous acceptions, par exemple, se trouve plus proche de la racine verbale que le morphème d'accord qui se trouve à la fin de la structure. Et en effet, le principe du miroir est simplement une description des choses, mais qui découle de la manière de fonctionnement dérivationnel de ces configurations. Parce que vous voyez que si on a un certain ordre syntaxique, par exemple temps ici et accord là, inévitablement, dans le mouvement du verbe, d'abord le verbe va s'attacher avec l'affixe le plus proche, et ensuite le conglomérat ainsi créé va continuer le mouvement. Et donc on aura à la fin de ce processus que l'affixe le plus haut est aussi le plus externe, le plus à droite, pour ainsi dire, dans la configuration. Okay? Donc Belletti avait dit, si on fait cette hypothèse d'ordre, on dérive les choses de manière... on dérive l'ordre des affixes sur la base du principe du miroir. Et l'année suivante, Chomsky avait repris le débat Pollock-Belletti en disant peut-être les deux ont raison, en quelque mesure. C'est-à-dire, peut-être on a besoin et d'une spécification d'accord plus haute que le temps et d'une autre spécification d'accord plus basse que le temps. Et donc, fondamentalement, les deux ont vu correctement. Si on pense à la structure de certaines langues, comme par exemple certaines langues bantoues, on voit tout de suite que la représentation de Chomsky est immédiatement exprimée morphologiquement, plus ou moins par n'importe quelle phrase. Prenez par exemple cette configuration en Swahili, où vous avez Yuma a vu les enfants, donc Yuma, expression du passé, voir les enfants. Vous voyez qu'il y a une morphologie complexe, une série de préfixes ici, dont l'un correspond à l'accord avec le sujet. Donc, il y a ici l'expression d'un accord en classe grammaticale, qui est une sorte qui a une certaine ressemblance avec le genre grammatical. Très souvent, on trouve dans ces langues une distinction des expressions nominales en classe. Donc, il y a un accord en classe grammaticale avec le sujet. Ensuite, il y a l'expression du temps. Et ensuite, il y a un morphème d'accord en classe grammaticale, mais avec l'objet. Donc, c'est exactement le type de structure à laquelle Chomsky avait pensé en faisant la synthèse entre Pollock et Belletti. Donc, il est toujours très utile, quand on fait une hypothèse relativement abstraite de cet ordre, Chomsky l'avait faite pour des raisons complètement différentes, il est toujours très utile de regarder si dans les langues du monde on trouve une manifestation directe de cette hypothèse, oui ou non. Et donc dans ce cas, les choses sont assez claires du point de vue de ces configuration. Remarquez qu'on a, même en français, une manifestation très partielle de quelque chose qui ressemble beaucoup à l'accord objet, qui est l'accord du participe passé. L'accord du participe passé en français est un accord avec un objet dans certaines configurations syntaxiques, quand l'objet se déplace. Et effectivement, il ne peut pas être totalement identifié avec l'accord objet dont on parle ici, mais il y a quelque chose en commun d'intéressant. Alors, je vais vite conclure pour ensuite faire
une pause et espérer l'arrivée du professeur Kane. Si on suit cette logique, on se rend compte tout de suite qu'on ne peut pas s'arrêter à la première scission. Il faut continuer à scinder. Parce que si on complique la phrase un tout petit peu, par exemple en mettant un autre adverbe, l'argument de Pollock implique qu'il faut une nouvelle scission. Donc considérer ne pas toujours complètement comprendre ses idées. Là, on a besoin d'une position supplémentaire, comme le verbe peut occuper différentes positions, on a besoin de plus d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue la scission, on affine la scission, on cherche quelque chose d'autre. Par exemple, on a dit qu'il y a le temps, mais il y a aussi l'aspect. Donc, on pourrait dire qu'il y a une tête supplémentaire d'aspect qui entre en jeu ici. Mais la question qui se posait à l'époque était jusqu'où on arrive avec ces scissions successives, n'est-ce pas? L'idée qu'on avait un peu à l'esprit est quand est-ce qu'on arrive à identifier les atomes de la syntaxe. C'est ce qu'on arrive à un moment donné à un point où on ne peut plus scinder. On est arrivé à la fin du processus. Donc, discussion avec Guglielmo Cinque, à la fin des années 80, disons dans le courant des années 80, ce qu'on se disait avec Cinque, c'était que peut-être il fallait, plutôt que continuer à proposer une nouvelle scission chaque fois qu'il y avait un problème empirique qui semblait impliquer ce pas, on aurait pu essayer de renverser le problème et se demander, de prendre le problème de l'extrême opposé et se demander quelle est l'expansion maximale qu'une certaine zone de l'arbre peut avoir, quel est le maximum auquel on peut arriver, et quel est l'ensemble maximal de propriétés qu'une certaine zone de l'arbre peut ou doit exprimer. Est-ce que chacune des propriétés qu'on observe correspondent à un trait syntaxique qui définit une tête? Donc vous voyez que ce qu'il y a derrière cette manière de procéder, c'est justement, comme je le disais, la question des atomes. Quand est-ce qu'on arrive à toucher quelque chose de solide en identifiant les éléments de base de tout cela? Un principe méthodologique a été extrêmement important dans ce type de discussion qui, au début, il n'avait pas de nom. C'était fondamentalement l'idée one feature, one functional element, one head, on disait en anglais, donc, mais on peut essayer de le préciser, et Kane l'a précisé en effet dans son ouvrage un peu plus tard, au début des années 2000, en disant un trait syntaxique interprétable. Donc syntaxique, ça veut dire un trait visible à la syntaxe, donc pas un trait phonologique par exemple, un trait visible à la syntaxe, mais aussi interprétable, c'est-à-dire qui a un rôle dans l'interprétation. Par exemple, le temps est typiquement un trait interprétable, correspond à un élément du lexique fonctionnel, et tout cela définit une tête en syntaxe. Donc, quand l'élément lexical soumis à merge, donc il entre dans la boîte syntaxique, il devient une tête. Okay? Ça, c'est l'idée. Kane l'appelait principe de décompositionnalité. C'est en effet exactement ce que ce principe fait. Il y avait déjà des versions précédentes qui étaient des sortes de guidelines, de lignes lignes directrices qui avaient été utilisées dans les années 80. Il y a aussi 90, pardon. Il y a aussi un antécédent important de toute cette discussion qui remonte à la sémantique générative, donc tout un mouvement de manière d'interpréter le rapport entre syntaxe et sémantique proposé dans les années 60, fondamentalement par des linguistes comme Lakoff, Macaulay, Postal, Ross, avec l'idée de la décomposition lexicale. On avait beaucoup discuté à l'époque, est-ce que kill correspond à cause to die? Donc on peut décomposer un élément comme tuer en faire mourir, essentiellement. Longue discussion
dont on retrouve certains échos dans le principe de décompositionnalité, qui est vraiment à la base des études cartographiques. Alors, ce principe exige des représentations d'une grande simplicité locale, parce qu'il n'y a qu'une propriété, en effet. Il n'y a qu'un trait exprimant une propriété syntaxique interprétable qui définit une tête ou qui définit un élément lexical. Donc, selon cette façon de voir les choses, le lexique fonctionnel ne peut pas spécifier des conglomérats complexes de traits. Par exemple, on ne peut pas avoir dans le lexique un nœud flexionnel contenant temps, accord, aspect, mode, etc. On ne peut pas avoir, on n'a pas le droit de faire ça. Les conglomérats, les entités sont simples dans le lexique. Les conglomérats peuvent être créés dans la syntaxe par le mouvement. Donc, si un verbe bouge, il peut s'associer à différents types de morphèmes, il peut créer donc un conglomérat complexe de propriétés. Mais c'est une propriété syntaxique, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la syntaxe. Donc, si ce principe implique une grande simplicité au niveau local, nécessairement il implique, disons, le prix qu'on paye au niveau global et le fait d'avoir des configurations très complexes. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés exprimées, comme localement on ne peut qu'avoir une grande simplicité, on a besoin de beaucoup d'espace, fondamentalement. Donc c'est pour cette raison qu'on arrive à des représentations complexes qui sont utilisées dans les travaux cartographiques. Très bien. Alors je pense que je vais m'arrêter là et un moment de suspense, on va voir si le professeur Kane arrive. En tout cas, je m'arrête ici. On a peut-être quelques minutes si vous voulez encore poser une ou deux questions. Peut-être, oui, allez-y.